des milliers. Vous êtes surpris par cette présence dans les rues? Bien sûr qu'il ne serait pas surpris par la longévité de ce mouvement social. Et donc les deux questions qui se posent, c'est pourquoi on en est arrivé là et comment on en sort. Donc ce qui est clair, c'est comment on en sort. Je crois qu'aujourd'hui, par rapport au mécontentement lié à la réforme des retraites, puisqu'on voit que tous les jours, il y a déjà un recul sur tel ou tel régime spécial, ce qui prouvait d'ailleurs que certains régimes spéciaux étaient parfaitement légitimes. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une solution de bon sens qui serait de retirer la réforme des retraites. Parce que si l'opinion est encore, malgré tout ce que l'on voit, solidaire du mouvement, c'est pour quelle raison? C'est parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, le modèle social français est menacé. Et que cette grande histoire de la protection sociale, régime de retraite, hôpital public, école publique, sont aujourd'hui dans un grand malaise, pour ne pas dire une grande souffrance. Et les Français ont bien compris que ce patrimoine commun était aujourd'hui gravement menacé. Et c'est pour ça qu'ils font bloc. Et c'est pour ça qu'il faut céder, que le gouvernement cède sur un certain nombre de réformes qu'il a mal engagées et qui ne correspondent pas à l'attente des Français. Alors si les Gilets jaunes sont encore dans la rue, et peu importe le nombre après tout, mais plus d'un an après le début du mouvement, c'est parce qu'ils n'ont pas été entendus. Et est-ce que votre ambition, c'est d'être un peu leur voix quelque part? On n'en est pas à mon ambition par rapport à ce mouvement social. Mon ambition, mon souhait, comme celle de tous les Français, c'est que le calme revienne. Et ma conviction profonde, c'est que d'autres solutions existent. Et ma conviction encore plus profonde, c'est qu'il y a du désordre quand il y a des injustices sociales. Donc, vous connaissez mon attachement à l'ordre juste et je suis convaincue qu'il est possible de réformer un pays dans le calme, dans la concorde, dans les convergences des points de vue. C'est ça, une République française. Ce n'est pas quelques-uns qui imposent comme ça, de façon désordonnée, non professionnalisée, sans même un débat au Parlement. Songez que nous sommes à plus de 40 jours de grève sur la question des retraites et que le Parlement n'est toujours pas saisi. Donc, il y a aussi une vraie crise démocratique dans le pays, c'est-à-dire un défaut de gouvernance par rapport, et qui explique aussi le résultat et la situation d'aujourd'hui. Le gouvernement est responsable de ce qu'on voit encore dans la rue aujourd'hui? Mais évidemment, il est responsable de ce que l'on voit, mais surtout ce qui est important, c'est de savoir comment on en sort et qu'enfin, il écoute ce qui se passe. Tout aurait pu être calmé avant les vacances de Noël. On le sait bien. Là, ils ont refusé la main tendue de Laurent Berger. Ensuite, ils l'ont prise après Noël. Donc, ils ont cherché à faire de la tactique pour ne pas avoir à reculer. C'est vrai que c'est très embêtant de retirer une réforme sous la pression des manifestations et de la rue. C'est jamais agréable à faire, c'est jamais un bon signe. Mais quand le choix, il est entre continuer ce désordre avec l'impact de l'image de la France sur la scène internationale qui est catastrophique, continuer ce désordre ou avoir l'humilité de reculer, de retirer cette réforme pour la reposer à plat et de faire en sorte de faire correctement les choses dans un débat démocratique, structuré et respectueux, le choix, il est évident. Donc ce soir, j'appelle solennellement le président de la République à retirer cette réforme des retraites pour reprendre le travail, 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage. Ségolène Royal. Eh bien, si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce gouvernement fait du mal à la France et fait du mal aux Français. Or, un président de la République qui est dépositaire du suffrage universel et donc dépositaire de la volonté populaire, à un moment, il est aussi responsable de la situation du pays. Je voudrais ensemble qu'on s'arrête sur une autre image forte de ces dernières heures. C'est le président de la République qui a dû être mis à l'abri, en tout cas pour quelques minutes, hier soir, au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, parce qu'il y a eu une tentative d'intrusion de manifestants. Comment vous qualifiez-vous ces événements ? Je condamne très fermement les violences. Je pense que la personne du président de la République doit être respectée. Ils auraient dû d'ailleurs, pourquoi pas, entamer un dialogue avec lui. Mais ces violences et ces agressions sont totalement condamnables. Elles vous inquiètent, ces images? Et si c'est le cas, pourquoi? Elles sont inquiétantes, mais en même temps, on pourrait en sortir.
tellement facilement. Vous voyez, le pouvoir a joué le pourrissement du mouvement. Donc, certains ministres ont même utilisé ce mot. Mais quand on parle encore une fois, d'un vous pays... estimez que le président est responsable de ce qui est arrivé? Mais attendez, non, mais hier soir... s'il y a le désordre, je parle globalement, s'il y a le désordre dans le pays, bien évidemment, alors, ou sinon il n'y a pas besoin d'avoir d'un gouvernement un président de la République. Ce qui se passe dans un pays, oui, et de la responsabilité du gouvernement et du président de la République. Regardez, sur les gilets jaunes, bon, en 24 heures, ça aurait pu être réglé avec le retrait immédiat de la taxe carbone. Il a fallu plusieurs mois. Là, c'est la même chose, ça recommence. Mais comment est-ce que l'on peut aussi entendre ce qui se dit? Pourquoi est-ce qu'il y a ce manque d'attention, ce manque de perception, ce manque d'humilité par rapport à ce qui se dit maintenant depuis des mois? Donc, la retraite, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas ou qui en ont peu. Et les Français ne veulent pas, quand ils ont vu en plus que l'impôt sur la fortune était supprimé, ils ne veulent pas qu'on réduise leur retraite. C'est leur avenir. La question qui se pose, c'est que je vous montre ces images d'hier soir au Bouffe du Nord. Vous condamnez, mais vous estimez que le président est responsable de la montée des tensions. Un président de la République, un gouvernement sont responsables de ce qui s'est passé hier soir? Mais non, ne mélangeons non, mais c'est justement pour bien faire la part des choses. Non, mais attendez, ce qui s'est passé hier soir, c'est la conséquence du pourrissement du mouvement. Donc, de la désintégration de ce mouvement. Donc après, il y a les extrémistes qui sont là, effectivement. Donc, il faut régler les problèmes avant que les mouvements sociaux ne dérapent. Et ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Donc, on a à la fois une crise démocratique, parce qu'on ne sait même plus quels sont les processus de décision dans le pays. Qui a décidé, comment, pourquoi, quels sont les arguments, quelle est l'étude d'impact de cette réforme? On ne l'a pas eu. Donc il y a un grave dysfonctionnement des institutions de la République par rapport à une réforme qui touche tous les Français, qui touche donc 60 millions de Français. Et on a ensuite un problème de contenu de cette réforme, puisqu'au fur et à mesure où les jours passent, on voit bien que la disparition brutale de l'ensemble des régimes spéciaux était injustifiée et crée de nouvelles injustices. Et enfin, il y a la non-prise en considération de la gravité du mouvement social et une brutalité, globalement. Ce qui frappe dans cette méthode gouvernementale, c'est la brutalité. Vous voyez, tout est brutal. Les réformes sont brutales, les annonces de réformes sont brutales, les explications sont brutales. On n'a pas d'étude d'impact, on ne sait pas qui a pris les décisions. Le Parlement n'est même pas réuni. Sur le climat actuel, quand on parle des Gilets jaunes, de cette image d'hier soir, on en verra d'autres également. Marlène Schiappa, secrétaire d'État, elle parle de climat insurrectionnel, c'est un mot fort. Vous pensez qu'on est dans un climat insurrectionnel aujourd'hui en France? Attendez, si un membre du gouvernement fait le constat que nous sommes dans une situation insurrectionnelle, à ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi, pour régler et pour empêcher cette insurrection, il n'y ait pas un recul sur la réforme de la retraite. C'est extravagant. Un ministre n'est pas spectateur de ce qui se passe. Il est acteur, il est dépositaire d'une autorité publique. Le Premier ministre est dépositaire de l'autorité publique. Donc quand il voit ce qui se passe là depuis des mois, depuis le début du quinquennat, il y a le désordre. Il y a eu la réforme déjà de la SNCF avec les grèves, il y a eu les gilets jaunes. Aucune réponse n'a été apportée, pratiquement aucune. On a balancé comme ça des chiffres, 17 milliards, on ne sait pas où ils sont. C'est pas ça que veulent les gens. Les gens, ils veulent être respectés par rapport à leur reste à vivre. Et ils se rendent compte que le reste à vivre se réduit comme une peau de chagrin et qu'en plus l'hôpital public est en souffrance, que les systèmes de retraite sont menacés, qu'on leur dit d'aller vers les régimes, s'assurer tout seul vers les régimes privés. Ils se demandent ce que leurs enfants vont devenir. Ils voient le désordre à l'école de plus en plus. Donc ils se disent, mais où est le modèle social français ? Je parlais d'une autre image qui a marqué les esprits, l'incendie de la Rotonde. C'est ce restaurant qui est très symbolique, très rattaché à Emmanuel Macron. Il a été incendié. Je le répète encore et encore, on reste prudent. On n'a pas de preuve formelle que ce soit lié au fait que ce soit un restaurant dans lequel le président se rend, etc. Mais du coup, ça a soulevé cette question ces dernières heures de savoir si c'était Emmanuel Macron lui-même, sa personne, qui cristallise le mécontentement. D'abord, je condamne aussi très fermement ces exactions. C'est insupportable, cette destruction. Mais il est évident que... que le président de la République, oui, est en première ligne. Mais c'est la juste contrepartie de l'élection au suffrage universel direct. C'est-à-dire que le président de la République incarne la nation. Et quand la nation va mal, on attend du président de la République qu'il prenne des décisions de protection de la nation. Et aujourd'hui, les Français ne se sentent pas protégés
parce qu'il n'y a aucune décision qui prenne en compte ce qui se passe dans le pays. Vous voyez, donc il y a une forme de maltraitance, il y a un déficit d'écoute, il y a un déficit de bienveillance. Quand on vous entend, on a l'impression que tout ce qui se passe ces dernières heures, c'est un peu un effet boomerang pour le président de la République. C'est-à-dire que finalement, ces tensions-là, il en est un peu à l'origine ou le responsable et que c'est un retour. C'est le sens même de la responsabilité politique. C'est beau, la responsabilité politique. On est dépositaire, vous voyez, du suffrage universel, de l'attente populaire. Donc on est au service d'une nation. On n'est pas là pour imposer son point de vue. On est au service de la nation. Et n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron a été élu aussi pour faire barrage au Front National. C'est-à-dire que des électeurs sont venus vers lui qui n'étaient pas sur la ligne politique qu'aujourd'hui il défend. Il y a un dérapage vers le système libéral et la logique du capitalisme financier, puisque d'un côté, vous voyez, on rationne les gens sur leur retraite, on leur fait peur sur la santé, on enlève des moyens à l'école. Et dans le même temps, jamais les valeurs boursières n'ont été aussi hautes, jamais les propriétaires d'actions n'ont gagné autant d'argent. François Mitterrand disait ceux qui s'enrichissent en dormant, tant mieux pour eux, mais à ce moment-là, qu'ils contribuent par l'impôt aux bienfaits et au bien-être national. Or, ils ont été dispensés d'impôts. C'est pas normal. Donc, ces sujets-là doivent être remis sur la table. Quand vous avez vu les images de l'intrusion au siège de la CFDT hier, comment avez-vous réagi? Le gouvernement parle d'un déni de démocratie, d'intimidation. Vous partagez ces mots? Et bien sûr, oui, je condamne très très fermement. Pourquoi? Parce que dans une démocratie, on doit se respecter même si on n'a pas les mêmes idées. Vous voyez, c'est ça, la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Et c'est ça qui fait qu'on grandit ensemble. C'est que lorsqu'il y a un débat, soit syndical, soit politique, soit philosophique, à ce moment-là, on grandit ensemble parce qu'on s'écoute les uns les autres. Donc on peut construire des convergences. Mais êtes-vous aussi de ceux qui pensent que c'est la preuve d'une radicalisation du mouvement? C'est une radicalisation, non pas du mouvement, mais de certains groupes à l'intérieur de ce mouvement. Pourquoi il y a une radicalisation? Je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement a fait le choix de ce qu'il appelle le pourrissement, qui est quand même un mot assez épouvantable pour un pays. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à force de ne pas traiter les problèmes, il y a en effet un dérapage et une radicalisation. Donc ce qu'il faut, c'est régler les problèmes quand ils surgissent et ne pas rester arc-bouté uniquement pour dire on ne change pas d'opinion. Non, il faut de la souplesse, il faut de l'écoute, il ne faut pas mettre son ego avant l'intérêt général et l'émergence de solutions qui apaisent, qui règlent les problèmes, mais en apaisant. Et ce n'est pas dans le rapport de force, ce n'est pas parce qu'il y a de la brutalité, ce n'est pas parce qu'il y a des manifestations qu'on prouve qu'on est un réformateur. Mais non. Parfois, certains pensent, et je pense que le gouvernement et le président ont dû penser ça au début, c'est pas grave, on va faire de la provocation, s'il y a des gens dans la rue, ça prouvera qu'on veut réformer. Mais non. Vous pensez qu'il l'a fait? Mais non, ça c'est des. Il l'a fait volontairement, selon vous? C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. C'est que l'évaluation de la situation a été erronée au sens où on pense qu'il faut montrer, y compris aux instances européennes, qu'on réforme. D'ailleurs, ça mériterait aussi d'être contesté sur ce que l'Europe impose aux différents pays, notamment sur les thèmes de la rigueur ou de la disparition ou de l'affaissement des services publics. Non, il y a un modèle français qui est parfaitement compatible avec les règles européennes et ce gouvernement a fait le choix du libéralisme. C'est un choix idéologique. Et moi, je vous dis qu'il y a d'autres solutions qui permettent de protéger le modèle social français, de répondre à l'urgence écologique et, troisième pilier, de surmonter la crise démocratique tout en restant conforme aux règles européennes et tout en remettant notre pays en mouvement. Une question sur un point sur lequel je ne pense pas vous avoir entendu, en tout cas ces derniers jours, c'est la question du maintien de l'ordre. Elle a pris une place très importante, cette question, cette semaine, avec un changement de ton, tout le monde l'a qualifié ainsi, de l'exécutif, du gouvernement. Emmanuel Macron a rappelé à des règles de déontologie. Vous estimez qu'il était temps, qu'il y avait urgence? Vous prenez régulièrement l'ordre juste. Est-ce qu'il est respecté de la bonne manière en ce moment en France, dans les manifestations? Je pense que ce rappel à l'ordre est intervenu très tardivement. Trop tardivement? Trop tardivement. Et avec quelles conséquences? Pourquoi il est intervenu tardivement? Parce que le gouvernement n'a pas voulu provoquer la police. Pourquoi il n'a pas voulu provoquer la police? Parce que la police est fatiguée.
Et pourquoi la police est fatiguée? Parce que justement, depuis 2 ans et demi, les problèmes en France ne sont pas réglés. Et donc, les forces de l'ordre sont surengagées, très, très, très mobilisées. Et ça, elles sont fatiguées. Et donc, le gouvernement a dit, bon, ben, on passe sous silence les bavures policières pour ne pas... mais non. Il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont. Le gouvernement a passé sous silence les bavures policières. Oui, puisque j'ai même entendu, je crois, le président de la République qui a dit les images sont choquantes. Mais non, ce ne sont pas les images qui sont choquantes, ce sont les faits qui sont choquants. C'est quand même la première fois dans un mouvement social en France qu'il y a plusieurs morts. Depuis les Gilets jaunes, il y a eu 11 morts en marge des Gilets jaunes. Pas par la police, mais 11 morts, les accidents, etc. Là, on a vu quand même un homme à terre qui était tué. Christophe on a vu accroché en jambe à une femme. Donc, il y a eu quand même beaucoup de dérapages et de bavures elles auraient dû être condamnées tout de suite. Pourquoi elles auraient dû être condamnées tout de suite? Parce que les policiers, et c'est la quasi-totalité, qui font bien leur travail et qui ont bien compris la règle selon laquelle la protection de l'ordre public, c'est aussi la protection des manifestants, parce que la manifestation est un droit constitutionnel, pas les exactions, ni la délinquance, mais la manifestation est un droit constitutionnel. Et donc, quand on voit que des manifestants pacifiques ont perdu un œil, ont eu des mains arrachées, et qu'il n'y a jamais eu un mot dit à l'encontre des familles, etc. Et il y a des groupes de jeunes, je vais vous dire, il y a des groupes de jeunes aujourd'hui qui font des exactions, parce que ce sont les amis, les copains, les familles de ceux qui ont été soit tués, il y en a eu quelques-uns, malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure, il faut dire les choses comme elles sont, soit éborgnés, soit mutilés des mains, et ils sont fou de rage. Christophe Castaner est-il l'homme de la situation? Une fois que vous avez fait ce constat assez dur et tranché, Christophe Castaner est-il le bon homme, la bonne personne, à la bonne place? Écoutez, moi, je vais pas... Ça ne sert à rien de personnaliser les choses, hein, mais il est quand même évident qu'on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ce désordre, ces atteintes physiques, c'est une souffrance. Moi, je trouve que c'est une souffrance pour tout responsable politique. Moi, je souffre quand je vois ça, parce que je me dis que la police est un grand corps de l'État, qui a des principes à défendre, qui est bien formé. Et quand on laisse faire ceux qui ne savent même pas se maîtriser et taper sur des manifestations, non, c'est pas eux qu'il faut mettre en avant. Vous voyez? Donc, s'il y a des sanctions fortes, la police sera justement confortée. C'est certainement pas en laissant faire, en ne disant rien à ceux qui sont à l'origine des bavures que l'on consolide la police. C'est tout le contraire. C'est quand on sanctionne ce qui ne va pas qu'on valorise ceux qui se comportent bien. C'était sur la question des violences, mais je voudrais revenir à ce qui s'est passé à la CFDT maintenant aussi sur le fond des négociations. Laurent Berger a été longtemps... peut-être l'est-il encore, et vous me le direz peut-être, un allié de la gauche avec la CFDT. Il a travaillé beaucoup avec François Hollande et d'autres encore. Certains estiment qu'il a trahi un peu la cause, en tout cas des grévistes ou des manifestants le pensent. Avez-vous été surprise, déçue? Comment qualifiez-vous votre réaction quand vous avez vu que Laurent Berger acceptait finalement un début d'accord avec le Premier ministre avant d'autres négociations? Je pense que c'est la tradition de l'histoire de la CFDT. Et c'est bien que dans un pays, il y ait à la fois des syndicats réformistes, comme ils se nomment eux-mêmes, et qui cherchent à bâtir des convergences, d'autres qui soient plus radicaux. Et d'ailleurs, souvent, les syndicats réformistes obtiennent des choses parce qu'ils sont appuyés par des forces syndicales beaucoup plus radicales. Mais d'une façon générale, la démocratie sociale en France n'est pas à la hauteur des enjeux. Quand vous voyez dans d'autres pays, vous voyez, où les patrons respectent les syndicats, où il y a de la cogestion dans les entreprises, où le dialogue syndical, il ne vient pas juste à la fin des propositions. Mais là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu le dialogue syndical avec tous les syndicats avant que le président de la République et le Premier ministre annoncent la réforme des retraites? Vous vous rendez compte? Il n'y a eu ni la démocratie parlementaire, ni la démocratie syndicale. Donc c'est 3 ou 4 personnes tout seules qui ont annoncé la réforme des retraites. Tous les jours, d'ailleurs, il y avait un argument différent. D'abord, c'était pour supprimer les avantages des régimes spéciaux. Ensuite, pour faire de la justice. Après, on nous a dit, non, on va repousser l'âge de la retraite. Après, on nous a raconté que ça allait avantager les femmes, ce qui n'était pas du tout vrai. Donc, un espèce de flottement invraisemblable. Mais s'ils avaient d'abord fait des débats parlementaires
avec tous les groupes politiques, ne serait-ce que des séances de travail, parce que les parlementaires, ils sont sur le terrain, donc ils entendent les gens, hein, ils ne sont pas enfermés dans les bureaux, là. Ensuite, un vrai dialogue avec les organisations syndicales, peut-être qu'ils n'auraient pas fait cette énorme bêtise d'une réforme avec des mots magiques, l'universalité, la suppression, un seul régime. Ça n'existe pas. La nature humaine est diverse. Et ce n'est pas parce qu'il y a une biodiversité des protections sociales qu'il faut tout casser et tout unifier. Ça, c'est le système libéral qui casse tout et qui veut tout unifier. Et en général, il unifie vers le bas. Mais non, il y a peut-être parfois des spécificités qui font la richesse de l'histoire de France, justement. Ségolène Royal, vous n'êtes plus là, maintenant que nous sommes face à face, ambassadrice des pôles. C'est terminé, puisque je lis qu'une note diplomatique datée d'hier, vendredi, a été envoyée. Vous quittez vos fonctions, faisant part de toute votre reconnaissance, je cite, tes équipes, pour le travail accompli. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Et vous avez écrit quoi ? Le compte-rendu, le bilan global de cette mission sera publié en début de semaine pour justement que ce travail puisse être mis entre les mains de ceux qui vont continuer cette mission passionnante. D'ailleurs, je n'étais pas seule, hein. Il y a tout le réseau diplomatique dans les pays du cercle arctique. Et je disais souvent dans toutes les réunions internationales, la France n'est pas un pays arctique au sens strict du mot, mais elle est un pays polaire. Pourquoi est-ce que la France est un pays polaire ? Parce que nous avons une communauté scientifique et de chercheurs extraordinaires, mais il y a une grande tradition